Ce titre part de cette simple définition de l'information, c'est-à-dire que ce qu'on entend ordinairement et essentiellement par information, c'est une phrase, tout simplement, ou un ensemble de phrases qui produisent un effet sur un sujet. C'est essentiel, cet effet sur le sujet. Sinon, ce n'est pas une information. Sur un sujet qui peut être un sujet individuel, une personne, ou un sujet collectif. Et s'agissant de la médecine, eh bien, c'est une phrase qui produit un effet concernant la vie ou la survie du sujet ou des sujets de la collectivité. Alors, dans notre langue, ça c'est le sens courant du mot information, c'est l'analyse du sens courant du mot information. Maintenant, dans notre langue, il a un sens ambigu parce que c'est un terme qui a une signification scientifique. Et cette signification scientifique, elle est dérivée de la signification courante, c'est-à-dire que cette signification scientifique, elle a été construite lorsqu'il s'est agi de produire des instruments de communication à distance, comme le téléphone, la télévision, enfin, tout ce qui s'est développé de façon hypertrophiée de nos jours. Et donc, la notion d'information, à partir de ce moment-là, ça devient une notion purement mathématique, c'est-à-dire que l'information se mesure, se calcule mathématiquement, et elle est tout à fait indépendante du sens, car il est clair que dans les machines, il n'y a aucune espèce de sens. Lorsque l'information se transmet par téléphone, le sens ne se transmet pas. Il n'y a aucune transmission de sens. Ce qui se transmet, ce sont des structures physiques. Et il y a sens pour la personne qui envoie les structures physiques et il y a sens pour la personne qui reçoit les structures physiques. On dit l'émetteur et le récepteur. Mais dans les machines, il n'y a aucune espèce de sens. Et par conséquent, l'information, là, a évidemment un tout autre sens. Et c'est très important à souligner parce que vous verrez que ça a un grand rôle actuellement dans notre situation concrète concernant l'information. Si on prend par exemple les ordinateurs, il est clair qu'à l'intérieur d'un ordinateur, il n'y a aucune espèce de pensée, aucune espèce de sens, il n'y a que des structures physiques qui sont en évolution. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'informatique. Et informatique, vous avez dans le mot information. Et vous voyez bien que cette information-là, elle n'a rien à voir avec le sens. Là, actuellement, nous sommes en visioconférence, ça suppose des processus physiques, des transmissions de structures physiques, et en fait, je suis en train de vous parler, et par transmission, mais rien de ce que je dis du point de vue du sens ne se transmet. Ce qui se transmet, c'est exclusivement des structures physiques. Voilà. Alors, du coup, vous voyez que la machine intervient. La machine en tant que réalité scientifique, scientifiquement construite et absolument privée de sens. Puisque de toute façon, les équations mathématiques telles qu'elles fonctionnent dans la physique sont en elles-mêmes complètement indépendantes de toute espèce de sens. Elles vont prendre un sens pour le physicien parce que le physicien a affaire à ce qui l'entoure, mais en elles-mêmes, ces algorithmes, ces formules n'ont aucune espèce de sens. Et tout ça est très important dans la mesure où nous sommes immergés dans un monde d'appareils dans lesquels passent des structures qui n'ont aucune espèce de sens, mais c'est grâce à ces appareils que nous pouvons transmettre du sens. Donc, c'est important à noter. Maintenant, bien sûr, ce mot d'information, vous voyez bien qu'on le trouve également en biologie, avec l'information qu'il y a dans les molécules, et le problème est exactement le même, c'est-à-dire qu'une molécule en elle-même, elle n'a aucune espèce de sens. Et le sens biologique qu'on lui donnera, ça viendra de sa place à l'intérieur d'une cellule, à l'intérieur d'un corps. À partir de ce moment-là, elle produira des effets, et c'est pour ça qu'on pourra parler disons, de finalité ou de sens ou de rôle de telle ou telle molécule. Alors maintenant, si nous revenons
au tout premier sens dont j'ai parlé, l'information, si on la prend dans son sens exact, c'est bien sûr une phrase, mais qui transmet un savoir ou une connaissance d'un état de fait objectif. L'information, si c'est une vraie information, si ce n'est pas une désinformation, elle est en principe, en tant que telle, elle est objective, elle est neutre, elle ne contient aucune espèce de jugement de valeur et elle n'a en elle-même aucune espèce d'intention. Et c'est en cela qu'elle peut se rattacher à la science. C'est en cela qu'on peut parler d'information dans le registre scientifique. Alors évidemment, la médecine, c'est déjà un peu autre chose, parce que la médecine, ça n'est pas uniquement un univers scientifique, c'est aussi un univers où il y a toutes ces valeurs qu'on défend, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire la santé, etc., qui ne sont pas des concepts scientifiques, qui constituent un horizon de l'activité, mais qui ne sont pas en eux-mêmes des concepts scientifiques. Donc, l'information, elle fait connaître un fait, et un fait objectif. Le problème qui se complexifie, c'est que, en même temps, elle transmet inévitablement des jugements, des ordres, mais elle les transmet comme des faits, c'est-à-dire un tel a exprimé tel ou tel jugement, un tel a déclaré, ou la loi énonce que, etc. Vous voyez, l'information en elle-même, elle est neutre. C'est essentiel. Sinon, ce n'est pas une information. Elle est neutre, mais elle peut faire connaître, c'est une connaissance objective, un tel a fait telle déclaration, la loi énonce que, etc. Maintenant, à partir de là, on peut interpréter la déclaration de bien des façons, on peut obéir ou désobéir à la loi. Vous voyez, il y a toujours une différence entre l'information et puis ce qu'elle peut faire connaître qui peut être d'un autre ordre que l'information, c'est-à-dire la prescription, c'est-à-dire l'ordre, c'est-à-dire le jugement de valeur. C'est ça qui brouille un peu les choses. Et dans nos sociétés, qui sont essentiellement des sociétés de communication, avant peut-être des démocraties ou des républiques, elles sont essentiellement des sociétés de communication, eh bien, vous avez toujours cette espèce d'ambiguïté, parce qu'il faut se tenir informé, mais la plupart des choses dont on est informé, ce sont des jugements, ce sont des prises de position, ce sont des injonctions. Vous voyez, il y a quelque chose d'impératif qui passe. Alors que le fondement même de l'information, c'est qu'elle est neutre en elle-même. En elle-même. Je ne dis pas qu'il est neutre de la donner, vous voyez, ni qu'il est neutre de la retenir. Mais en elle-même, si c'est une information, c'est seulement une information et celui qui la reçoit en fait ce qu'il veut. Seulement, ce ne serait pas une information si elle n'intéressait pas le sujet. Si, en fin de compte, sa révélation ne modifiait pas la situation du sujet. On n'appellera pas ça une information. Pour qu'il y ait une information, il faut qu'il y ait des enjeux. Il faut qu'il y ait un intérêt, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre que ce qui est objectif. Parce que s'il n'y avait pas autre chose que l'objectif, on ne la transmettrait même pas. Et donc, c'est ça toute l'importance de l'information. C'est cette sorte d'ambiguïté qui fait qu'elle est à la fois neutre en tant qu'information si elle n'est pas une désinformation, si elle n'est pas un mensonge, elle est à la fois neutre et en même temps chargée d'affect, chargée de conséquences pour le sujet. Elle produit un effet. Vous voyez, autrement, ce n'est pas une information. Autrement, on ne la transmettrait pas. Il y a un effet. Et en fait, ce qui est visé dans la révélation de l'information, c'est cet effet. Et tout le problème est de savoir justement comment les sujets acteurs dans la société utilisent l'information, c'est-à-dire dans quel but. Alors, attention, l'effet produit n'est pas forcément l'effet recherché, mais on veut toujours produire un effet. Maintenant, quel sera cet effet? Souvent, on est surpris. Mais en tout cas, il est essentiel à l'information de produire un impact. Vous voyez,
de modifier les sujets. C'est-à-dire qu'un sujet, quand il reçoit une information, si c'est vraiment une information, c'est-à-dire s'il est intéressé à cette information, il en est modifié. Il n'est plus le même. Vous voyez, même s'il essaie de la refouler ou d'y échapper, etc., il a été atteint. C'est-à-dire que c'est essentiellement une modification du sujet. Alors, en tant que l'information est objective, elle nous invite à raisonner, à conclure avec la raison. Elle invite à un exercice de la raison pour guider la conduite. En principe, c'est ça l'information. Mais vous sentez bien que, vu qu'une information a toujours un effet sur le sujet, une vie peut basculer simplement parce qu'on entend une phrase. Vous voyez ? Et basculer dans des proportions parfois radicales. Donc, on peut dire qu'il y a cette sorte de disproportion à l'intérieur de l'information et qu'en tout cas, tout va consister dans l'art avec lequel on va transmettre l'information, dans le but recherché et puis dans les aléas de la production de cet effet. Voilà pour la notion fondamentale, la notion de base. Maintenant, cette notion d'information, elle est récente. Vous voyez, elle est vraiment récente, elle est inséparable de notre société républicaine, démocratique, à vrai dire. Elle est inséparable de la société scientifico-technique, parce qu'il n'y a pas que les démocraties qui utilisent l'information. Cependant, elle est vraiment née dans les démocraties. C'est-à-dire que, comment se répand-elle l'information ? Eh bien, vous avez d'abord ce souci de la République de diffuser le savoir. Alors vous verrez, il y a un peu une différence entre savoir et information, on y reviendra. Mais la République, elle veut des citoyens informés. Donc, elle veut que, pas seulement qu'on sache écrire, mais également qu'on soit informé sur la vie de la cité, sur les problèmes tels qu'ils se posent. Donc, l'instruction publique et le journalisme. Vous voyez, je crois que ce sont deux piliers de la société moderne, et de la société moderne, disons, républicaine, démocratique, et de la société moderne industrielle, dans la mesure où elle s'est développée d'abord dans ce cadre-là. Ensuite, l'expérience a prouvé que la science pouvait se développer, et même avec une sorte de fureur, dans des régimes pas du tout démocratiques. Mais enfin, son lieu de naissance à l'information, ça a été la République démocratique. Et c'est en fait un souci d'émancipation, c'est-à-dire faire de tous les citoyens des citoyens majeurs, et non pas des sujets d'un roi qui sont en fait toujours des enfants. Il s'agit que chacun soit autonome et qu'il ait suffisamment de savoir pour pouvoir diriger sa vie. C'est un but d'émancipation, c'était ce qu'on appelait les Lumières. Les Lumières, accompagnées du développement de la science, devaient conduire au bonheur. On sait que c'est une vision beaucoup trop optimiste et que la réalité est beaucoup plus sombre. Toujours est-il que c'était le but qui était recherché. Et nous savons que l'idéal de la liberté de la presse est essentiel à nos sociétés et que l'information est un droit. Nous avons un droit à l'information. Alors, avec Internet, avec tous les réseaux, si vous voulez, vous avez une explosion, non pas des principes qui restent toujours les mêmes, mais une explosion des moyens matériels, des ressources techniques pour diffuser le savoir et l'information. C'est récent, ça modifie complètement la tonalité de la circulation de l'information, mais pour ce qui est de l'information elle-même, ça ne change pas sa nature. Alors, le but est d'ailleurs assez largement de répandre non seulement des informations politiques ou économiques, mais aussi du savoir scientifique. Et bien entendu, vu comme fonctionnent les réseaux, on voit que les effets de langage sont considérables. Considérables. Donc, nous voyons bien qu'il y a cette différence totale entre les énoncés scientifiques qui en eux-mêmes sont complètement neutres et puis l'information qui, elle,
sera toujours chargé, même si son contenu est dérivé de la science. Alors, dans la mesure où une information a toujours un effet sur le sujet, elle a toujours une valeur de parole, même quand elle n'est pas une vraie parole, même quand elle tombe par hasard, même quand elle tombe un peu comme une balle perdue, ou même quand elle est simplement comme ça destinée au grand nombre, chacun la reçoit inévitablement comme une parole. Comme une parole, c'est-à-dire comme un message à lui adressé dans ce qui le concerne et dans ce qui lui importe. Et c'est en cela qu'une information est un effet de langage. Alors, on voit très bien l'importance de l'exigence d'information quand on sait que, bien sûr, dans la société, le pouvoir a toujours quelque chose qui menace la liberté. Le pouvoir est toujours exercé par des individus ou par des groupes. Il n'est jamais universel dans une société. Et par conséquent, ce pouvoir peut essayer de dissimuler, l'exercice du pouvoir peut essayer de dissimuler certaines informations. Et donc, la lutte pour l'information, dans le passage de l'Ancien Régime à la République, ça a été essentiel. La lutte pour l'information est une lutte qui a les aspects d'un contre-pouvoir. Il s'agit d'émanciper les individus. Et ce qu'on appelle à l'heure actuelle des lanceurs d'alerte, eh bien, ils sont tout à fait dans cette tradition. Et d'une manière générale, les pouvoirs sont l'objet d'une pression très forte, disons, de révélation de l'information. On le voit à l'heure actuelle dans le contexte du Covid. Il est clair que autour des vaccins, par exemple, il y a une nervosité, il y a une exigence de tout savoir, et le pouvoir n'est pas forcément très à l'aise avec ça, puisque, disons que, et ça on y reviendra, les réactions collectives sont parfois sans mesure, enfin, n'ont pas le sens de la mesure. Alors, ce que je viens de décrire jusqu'à présent, c'est une situation idéale. C'est un petit peu, comment dire, on est au niveau des principes. Mais au niveau des réalités, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce qu'une information, ça doit être objectif, c'est entendu. Mais particulièrement quand la science y est concernée, comme c'est le cas en médecine, eh bien, une information, ce n'est pas quelque chose qui en soi-même est scientifique. C'est dérivé de la science. Mais la science, elle est constituée avec des concepts, avec toute une systématique, avec des appareils très complexes. La science n'est pas en elle-même vulgarisable. Elle est toujours affaire de spécialistes. Et l'information, c'est donc un contenu assez largement, disons, flou. Même s'il est bien orienté, le vocabulaire, les énoncés sont des sortes de mises en image d'une réalité qui est beaucoup plus complexe et auquel les citoyens ordinaires ne pourraient pas avoir accès comme ça. Et donc, on peut dire qu'il y a une sorte de confusion des langues. Elle existe dans n'importe quelle consultation médicale parce que les patients ne peuvent faire qu'utiliser de façon pratique un vocabulaire dont ils ne connaissent absolument pas les tenants et les aboutissants scientifiques, sauf exception. Et donc, on est dans une sorte d'ajustement entre le discours de quelqu'un qui connaît scientifiquement les problèmes et puis, disons, les oreilles et le discours de quelqu'un qui n'a affaire à ces termes scientifiques que du point de vue de leur usage pratique extrêmement comment dire, en surface du point de vue du contenu objectif. Donc vous avez cette confusion des langues. Et inévitablement, ça va se retrouver dans l'information disponible pour tous sur Internet. Il n'y a pas simplement le fait que les notions restent très confuses, il y a aussi que le savoir est réduit à l'état de petits bouts
n'est-ce pas? On sait telle petite chose, ça n'a absolument pas l'aspect organisé du savoir scientifique, c'est très parcellaire, et d'autre part, l'information, c'est essentiel, elle est toujours crue, c'est quelque chose qu'on croit, ce n'est pas quelque chose qu'on sait. On, on croit le savoir. Alors bon, ce n'est pas toujours évident de distinguer la croyance et le savoir. Tout le monde le sait, avoir un véritable savoir, ça peut être très, très, très difficile à obtenir. Le plus souvent, ce qu'on appelle savoir, c'est ce qu'on a reçu de ceux dont on présume qu'ils savent, et on le répète, donc c'est plutôt une croyance. En tout cas, chez les patients, et d'une manière générale dans le public, le savoir, c'est de la croyance. Et l'information, bien entendu, c'est de la croyance. Il faut que ce soit une croyance bien fondée. Bien fondée, c'est-à-dire qu'on ne croit pas n'importe qui. On essaie d'avoir affaire à des sources fiables. Alors, en médecine, cet aspect de, comment dire, d'approche de l'objectivité a toujours été essentiel, puisque dès l'origine, avec Hippocrate, il s'agissait dans l'anamnèse d'objectiver ce qui était d'abord vécu comme une angoisse purement subjective, objectiver le mal de telle façon qu'on puisse le mettre à distance et qu'on puisse lutter objectivement contre lui. Et dans tout le discours médical, il y a cette dimension. Et ça suppose un ajustement souvent difficile. Comment mettre en alerte sans désespérer? Vous voyez, il y a cet usage de l'information qui est extrêmement subtil. Et vous avez des médecins qui sont de véritables artistes en la matière, qui savent vraiment dire ce qui est nécessaire pour produire une espèce de sursaut chez le patient, qui lui permette éventuellement de s'en sortir s'il est mal engagé, et surtout ne pas lui dire, comment dire, que le résultat est déjà écrit d'avance. Il y a cette façon, même dans un discours qui ne sera pas scientifique, une façon de mettre en face d'une réalité dans ce qu'elle a encore d'indécidé, mais de telle façon que le patient soit mis en mouvement de façon à lutter le mieux possible contre le mal. Alors, tout cet aspect de confusion des langues prend une ampleur nouvelle si on considère en fait le lieu véritable de la diffusion de l'information, c'est-à-dire le groupe, la foule, la masse. De nos jours, c'est la masse. Et évidemment, il y a ici quelque chose d'essentiel qui joue, c'est qu'une masse, ce n'est pas du tout un individu, c'est-à-dire une masse, c'est psychiquement un individu très régressif, facilement puéril, facilement inintelligent. Vous savez, on dit souvent un grand nombre de personnes intelligentes, ça fait un groupe stupide. Donc, il est très difficile de faire avec un groupe sans, comment dire, lui permettre d'atteindre des conduites intelligentes alors qu'en lui-même, il est extrêmement vulnérable à tout ce qui est passionnel. Et le premier ressort des sociétés, eh bien, un théoricien politique anglais qui s'appelait Thomas Hobbes, qui énonçait que ce premier ressort, c'était la peur. Et que c'est la peur qui fait tenir la société. Alors, non pas parce que tout le monde tremble, mais parce que, justement, tout le monde se sent en sécurité. C'est-à-dire que le fondement de la société, c'est le sentiment de la sécurité, le sentiment de la sécurité qui suppose que, évidemment, dans le fond, on aurait peur s'il n'y avait pas cette autorité. Et par conséquent, c'est cette peur virtuelle, parfois effective, qui produit toutes les attitudes de servitude volontaire, vous savez, selon l'expression de la Boétie. La servitude volontaire, c'est-à-dire on accepte de s'enchaîner, on accepte les chaînes, et dans la situation où nous sommes, c'est vraiment une illustration remarquable. Tout ce que nous pouvons accepter à l'heure actuelle, tout simplement en vertu de ce que, si on ne suivait pas ces consignes, alors ce serait la peur sans limite. Et donc, lorsque le pouvoir n'est plus fiable
comme rempart contre la peur, alors c'est l'affolement. Et c'est la désobéissance, c'est les rumeurs, c'est la révolte, etc. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a là, dans la foule, une vulnérabilité à toutes les passions et en particulier à la peur. Dans un cas de pandémie, c'est particulièrement net. D'où les soupçons contre le pouvoir, les boucs émissaires, le complotisme, comme on dit actuellement. Tout ça est très ancien. Tout ça n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est ce contexte matériel de diffusion de l'information qui fait que les phénomènes prennent une acuité, une rapidité, une fulgurance qu'ils n'avaient pas avant. Mais les grandes épidémies ont donné lieu toujours à des massacres, vous voyez, enfin bref, il y a une irrationalité qui se déchaîne dans la société. Donc, en plus, nous devons dire que le développement de la science, contrairement à ce qu'on croyait dans les Lumières, ne fait pas du tout disparaître l'irrationalité ni les folies collectives. Il faut même dire qu'elle les facilite, dans la mesure où, enfin c'est les totalitarismes qui nous l'ont appris, dans la mesure où elle donne des moyens techniques absolument prodigieux pour contrôler la circulation de l'information et produire de la désinformation. Donc, il faut nous y faire. La science ne fait pas disparaître la folie collective. Et une collectivité a toujours, disons, une porte ouverte du côté de la folie. Et c'est ça qui est très difficile. C'est ça qui fait la tâche politique. Vous voyez, on dit ordinairement de nos jours, on l'entend tout le temps, qu'il y a le conseil des scientifiques et puis il y a la tâche politique. Alors, c'est aux politiques de prendre la décision, c'est aux scientifiques de conseiller, d'informer, voilà. Pourquoi? Précisément, non pas parce que, du point de vue du savoir, le politique en saurait plus, évidemment pas, mais parce que la tâche est de faire avec le groupe. Et que le groupe, eh bien, il a ses folies, il a ses passions tout à fait particulières, et qui n'ont rien à voir avec ce à quoi peut être confronté un homme de science ou un praticien de médecine au niveau individuel. Bon, alors c'est pour ça que je disais le schéma des Lumières est un schéma très idéaliste à cause de ça. Et en ce qui concerne la médecine, il y a cette circonstance particulière que dans la situation où nous sommes, c'est-à-dire lorsqu'on a affaire à un phénomène nouveau, il y a tout un apprentissage de la maladie émergente, il y a tout un apprentissage des nouveaux ennemis microscopiques de l'homme, et par conséquent, il est inévitable qu'il y ait des atermoiements, qu'il y ait des moments où on pense que le danger est de tel côté, et ensuite découvrir qu'il est de tel autre côté. Alors évidemment, l'adresse et la capacité des décideurs est variable, mais dans tous les cas, c'est difficile. C'est difficile parce que, précisément, il y a une incertitude qui tient à l'objet lui-même. Or, quand on est en société, eh bien, ce qui tient la communauté, indépendamment de toutes les choses très positives, naturellement, qui la soudent lorsque la vie est en principe assurée, eh bien, c'est le sentiment de sécurité fondé sur la solidité, la fermeté de la décision. Donc, quand la décision semble comme ça ne pas être bien sûre, qu'elle aille d'un côté, qu'elle aille de l'autre, il est clair que ça produit quelques perturbations à l'intérieur du corps social. Et c'est sûr que là, c'est une difficulté constitutive. Il y a parfois des choses très comiques, comme par exemple la manière dont les consommateurs, on va les appeler comme ça, s'étaient rués sur les réserves de PQ dans le premier confinement. C'est vraiment, ça illustre très bien cet irrationnel de la foule. Bon, alors c'est comique, c'est sans conséquences graves, etc. Mais ça montre bien qu'il y a
latent chez l'être humain, surtout lorsque le groupe le désinhibe, parce que c'est ça le rôle du groupe, c'est de désinhiber. C'est pour ça que les hommes en groupe ont une tendance à perdre les pédales, c'est qu'il y a une désinhibition. Et donc, les situations anormales où on ne sait plus très bien où est la solidité de la sécurité produisent des sortes d'attitudes superstitieuses, conjuratoires. Voilà. Alors, en politique, ça donne tout de même, n'est-ce pas, ce qu'en principe, on se dit qu'on ne devrait pas tolérer, c'est-à-dire les secrets d'État. Tout ce secret qui n'est révélé quand même que beaucoup plus tard. Vous savez, les affaires ne sont déclassifiées qu'après de nombreuses années, etc. Tous ces secrets-là, ils sont, évidemment, ça peut être des secrets crapuleux, mais ils ont un fondement tout à fait authentique, qui est que la population, elle ne peut pas avoir accès à toutes les informations, sinon la sécurité ne sera pas assurée. Il faut que le décideur politique puisse tabler sur le secret de ses délibérations et le secret des données qui lui permettent de trancher. Donc, tout ça, ça fait partie aussi, vous voyez, d'une situation médicale collective. Il est clair que lorsque, après Tchernobyl, le nuage radioactif avait dérivé vers l'ouest de l'Europe et bien évidemment avait survolé la France, il y a eu un déni du pouvoir, comme quoi, mystérieusement, le nuage s'était arrêté en Allemagne, aux frontières françaises. Alors, il ne s'agit pas de dire ni que c'était bien, ni que ce n'était pas bien. Il s'agit de voir que la préoccupation politique, là, c'était d'éviter une panique qui risquait de produire des effets pires que la simple exposition en elle-même. Alors maintenant, évidemment, jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de décideurs et de, comment dire, de personnels médicaux soucieux du bien public. Alors, vous savez, cette structure de l'info, qu'elle est un moyen de produire un effet sur des sujets, bien sûr, ça peut être une tentation de l'utiliser. Pourquoi? Alors, les motivations peuvent être très obscures. Ça peut peut-être être simplement se faire une place médiatique, n'est-ce pas? Une place sur les réseaux, une place dans les médias, produire des effets de scoop, faire sensation. En tout cas, le problème a été tout de même posé ces temps-ci, concernant un certain personnel de santé qui a fait des déclarations. Enfin, l'ordre des médecins a été saisi tout de même et a prononcé a pris des mesures, des sanctions. Et vous avez eu des anesthésistes réanimateurs qui se sont plaints de nouvelles qui avaient été diffusées et qui ont rendu leur travail tout à fait difficile. Bref, ce caractère propre de l'information, d'être un moyen d'agir, voyez, contient en lui-même une perversion possible. Alors, jusqu'à présent, tant le problème est complexe, voyez, jusqu'à présent, bon, nous sommes sortis de la situation idéale, nous voyons qu'il y a toute cette charge affective qui rend difficile l'idéal de pure et simple vérité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et d'autre part, ce sujet collectif qui est si difficile à maîtriser. Mais il y a encore une complexité supplémentaire. Alors, cette complexité, nous y sommes particulièrement sensibles en Europe actuellement. C'est la suivante. Un être humain est le produit d'une immense construction. Ce n'est pas seulement, vous voyez, que
on lui apprend des choses, ce n'est pas seulement qu'il est dans un groupe et qu'il va y avoir des effets de groupe, mais c'est que tout ce qui lui est transmis, c'est en fait une gigantesque construction symbolique qui contient des savoirs, des pouvoirs, des devoirs, des interdits et des discours scientifiques qui se traduisent par des objets matériels qui structurent toute son existence. En tout cas, c'est notre cas actuellement. Nous sommes constamment entourés d'objets qui, en eux-mêmes, supposent, incarnent, matérialisent tout un savoir très complexe. Et cette organisation symbolique, c'est celle du droit, de la morale, c'est-à-dire même la morale, si vous voulez, qui n'est en principe écrite nulle part, elle est très agissante par la pression sociale. Il y a la religion, il y a la science et la technique. Il y a tout cet immense appareil de savoir et de pouvoir qui se traduit matériellement par des établissements, par des contraintes. Et la médecine est un lieu élu pour illustrer, vous voyez, cette immense construction. C'est même particulièrement impressionnant au niveau médical, puisque toutes les conduites sont tellement ajustées, sont tellement précises. Songez à ces vaccins qui doivent être transmis à une température si difficile à maintenir, etc. Bon. Et ça a été tout le travail de Michel Foucault de montrer comment chaque être humain était pris dans un réseau de savoir qui le façonne complètement selon les différentes époques. Et c'est ce qui nous fait humains, c'est ce qui nous permet de nous accomplir, mais en même temps, ce qui nous assujettit complètement, parce que nous ne pouvons ni penser, ni raisonner, ni simplement nous intégrer en paix avec les autres si nous ne nous soumettons pas à ce système qui est transmis par la famille, l'école, etc. C'est ce qui fait toute la force qu'on appellera d'une civilisation, enfin, comme on voudra. Et vous avez à ce niveau-là, ça rejoint ce besoin de sécurité, ce besoin de solidité qu'on évoquait tout à l'heure. Et alors, il y a quelque chose de très frappant dans l'époque moderne, c'est à cause des transformations de la technique, à cause de l'extrême mobilité du milieu social, c'est cette inquiétude qui peut saisir les sujets. Songez le trajet extraordinaire au niveau des mœurs sexuelles. Je prends cet exemple-là parce qu'il en est beaucoup question à l'heure actuelle. Mais si vous prenez depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant, enfin, tous ces bouleversements considérables du point de vue de l'existence la plus quotidienne. Donc, vous avez là, dans le contexte où nous sommes, ce contexte technique qui est un contexte extrêmement mouvant, qui met à l'épreuve constamment les certitudes et les pensées des hommes, eh bien, il peut y avoir du désarroi, et il y a du désarroi. Et Benjamin Constant, c'est un auteur du 19e siècle qui a dit des choses très fortes sur la société qui était en train de monter. Il disait, au fond, il n'y a plus d'autorité nulle part parce que chacun considère que chacun a son opinion, et donc on ne voit pas pourquoi l'opinion de l'un vaudrait plus que l'opinion de l'autre, et donc ça détrône toute espèce d'autorité. Et il disait, le ressort qui reste à l'homme moderne, il disait ça dans la deuxième moitié du 19e siècle, le ressort, c'est tellement profond, je trouve ça très fort, le ressort qui reste à l'homme moderne, eh bien, c'est d'obéir à la majorité. Parce qu'on ne sait pas qui c'est qui peut avoir raison, et alors on suit le grand nombre. Vous voyez, on ne suit pas le roi, on ne suit pas le pape, on suit le grand nombre. Et alors, forcément, le grand nombre, il ne sait pas ce qu'il pense. Vous voyez, c'est une pensée qui est constamment comme ça. Les sondages nous le montrent bien. Et si nous regardons les 30 dernières années, toutes ces mutations considérables de l'opinion, c'est-à-dire en fin de compte de la pression sociale, vous voyez, eh bien, voilà qui rend les individus fragiles
et forcément qui les rend vulnérables à tout ce qui peut être ces bruits, ces désinformations. Je ne prononcerai pas le mot anglais parce que je trouve que vraiment, il faudrait quand même songer à parler un peu français. Mais bon, c'est sûr que ce n'est pas par hasard que nous sommes confrontés à toute cette difficulté avec la désinformation. Alors, d'autant plus, si vous voulez, que bon, tout ce langage qui nous a façonnés, il est passé par l'oreille. C'est ce qu'on appelle le oui-dire, ouïr. Tout ce que on dit, on l'a entendu. Parce que même si on le dit tout à fait librement, etc., on a été façonné. Naturellement, nos pensées ne viennent pas comme ça par hasard. Et ouïr, n'est-ce pas, ça a donné obéir. Obéir, c'est ob audire, c'est-à-dire que nous sommes dans une société inévitablement façonnée par tout ce que nous avons entendu, et nous avons en nous-mêmes un discours, toutes les pensées qui nous viennent quand nous sommes dans une salle d'attente ou dans un moyen de transport, n'est-ce pas, elles ne cessent jamais de tourner en nous, et c'est tout ce discours qui finalement nous fait tenir. Nous fait tenir. Alors, nous fait tenir vaille que vaille, parce que c'est un discours souvent contradictoire. Il y a une contradiction souvent entre la morale et la loi, entre la religion et la loi, entre la religion et la morale, enfin, entre la religion et la science. Alors l'individu, il doit se dépêtrer dans tout ça, et ce n'est pas forcément aisé. Alors, le sujet là-dedans, vous voyez, je dirais qu'avec les brassages de population que la France a bien connus et qu'elle continue à bien connaître, mais vous voyez comment tous ces systèmes, déjà en eux-mêmes, qui contiennent des contradictions dans chacun des discours, mais il y a des contradictions entre ces différents systèmes symboliques, et en plus, vous avez des systèmes symboliques qui viennent d'ailleurs, Bon, donc, vous voyez, il y a toutes ces tensions, là, et le sujet, ben, il faut qu'il fasse avec, il faut qu'il s'oriente. Et que peut-il faire si ce n'est eh bien, choisir parmi les possibilités qu'on lui laisse, parce qu'il a quand même des possibilités diverses, ou alors, mais alors ça, ce sont des colosses tout de même, ce sont ceux qui interviennent de telle façon qu'ils modifient le discours, mais non pas comme simplement par le flux social ou par la modification peu à peu des mœurs sociales, mais ceux qui bouleversent radicalement le discours social. Je prends un exemple très, très, très classique, mais tout de même très parlant. Pour énoncer ce qu'a énoncé Galilée, il fallait avoir de la force psychique, parce que c'était une telle bascule dans la conception du monde et des choses que, bon, il fallait avoir une certaine vigueur psychique pour être un Galilée. Je prends cet exemple-là, mais il y en a évidemment bien d'autres. Mais l'individu courant, il n'a pas cette force-là. Alors, il ne faut jamais oublier ça dans la situation médicale, c'est-à-dire qu'un sujet, eh bien, il fait ce qu'il peut. Il ne fait certainement pas ce qu'il veut, ou du moins il ne peut vouloir que dans un cadre tout à fait déterminé. Alors, qu'est-ce qui risque de devenir impossible dans ce contexte? Vous voyez, dans ce contexte où l'information se déverse dans cette espèce de Babel des discours, eh bien, ce qui est difficile, c'est une vraie parole. Une vraie parole, c'est-à-dire ce qui règne partout, c'est des discours. Vous voyez, des discours auxquels nous sommes soumis. Nous prenons le train, nous sommes soumis à tout un tas de discours, qu'ils soient enregistrés ou pas, ça ne change rien, ils sont écrits à l'avance. Et de même, nous rentrons dans un grand hôpital, c'est du discours en marche partout, n'est-ce pas? Les individus, les machines, les prescriptions, tout ça, c'est du discours. Et du discours qu'il faut, tous ces protocoles. Bon. Et donc, ce qui fait que l'être humain va pouvoir exprimer son humanité dans tout ce qu'on sait, ce contexte, ben c'est une parole.
comment une parole peut émerger, et non pas simplement des individus automates qui vont appliquer les discours. Voilà, c'est le règlement, bon, vous êtes dans ce cas-là, bon, ben alors c'est ça, etc. Mais une parole. Et en fin de compte, c'est là que la responsabilité de l'information joue. C'est lorsque on saisit ce fait qu'une véritable information est une parole et qu'on endosse cette responsabilité de transmettre l'information. Alors, bien sûr, vous avez la sphère collective, vous avez la sphère individuelle. La médecine doit se développer comme discours collectif à condition qu'il y ait des lieux que chacun puisse connaître, dans lequel l'authenticité scientifique sera garantie autant que possible. Mais sinon, la sphère propre de la médecine, c'est tout de même l'individu. Même si, bien sûr, il y a une santé publique, ce qui fait que l'individu a affaire à la médecine, c'est son destin unique, son destin en tant qu'unique. Et par conséquent, ce serait très dangereux que, disons, la population tende à résoudre ces problèmes de santé à travers simplement un réseau de discours qui tourne dans la machine informatique. Et il faudrait autant que possible que la médecine soit toujours en fait ramenée à son lieu véritable, qui est le dialogue avec le personnel de santé et évidemment, en premier lieu, le médecin. C'est là que la responsabilité de l'information est une véritable responsabilité. Parce qu'il n'y a pas d'information sans responsabilité. Parce qu'il n'y a pas d'information sans effet sur des sujets. Et le sujet, c'est la valeur fondamentale de notre société. C'est pas où trouver une valeur si ce n'est celle du sujet. Je me rappelle d'un... Vous savez, il y a un célèbre cancéreux, c'est Sigmund Freud, qui a été cancéreux très longtemps, puisqu'il a découvert son cancer au début du XXe siècle, et il est mort en 1939. Et ses amis médecins ont essayé de lui cacher la gravité de son état. En fait, il a tellement bien lutté que ça a duré très longtemps, mais c'était un peu une torture aussi qui s'imposait. Il était particulièrement tenace et courageux pour poursuivre son œuvre. Bon. Mais l'important n'est pas là, l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est que ils ont essayé de faire de la rétention d'informations. Et finalement, ils l'ont renseigné. Et Freud a appris qu'on avait voulu lui cacher. Et il a dit, mais de quel droit? Vous voyez? Alors évidemment, vous avez des sujets qui ne veulent pas savoir. Et vous avez au contraire des sujets qui considèrent que c'est de leur dignité de savoir. Mais dans tous les cas, vous voyez, on peut se poser la question, de quel droit ne pas transmettre ou de quel droit transmettre? En tout cas, l'information, ça renvoie toujours à une responsabilité. Alors, il y a évidemment, là je fais retour au sens tout à fait que j'ai énoncé en tout premier, le sens technique du mot information. C'est-à-dire que ce qui est très impressionnant, bien sûr, dans les réseaux sociaux, dans toutes ces disséminations d'informations ou de désinformations, d'intox, etc., eh bien, ce qui est frappant, c'est que, naturellement, les agents de cette circulation sont en quelque sorte ivres du pouvoir que ça leur donne. Vous voyez? Ivres de ce pouvoir de l'information, ivres du pouvoir de ce qu'ils vont soit dire, soit montrer, parce que montrer, c'est aussi de l'information. Et cette ivresse, en fin de compte, qui semble purement
relationnelle, elle est fondée sur toutes ces machines à l'intérieur desquelles il n'y a aucune espèce de sens, qui sont simplement une gigantesque appareil de rotation de l'information, de rotation matérielle de l'information, et nous voyons tous ces sujets-là qui sont agrippés à cette machinerie et qui, en fait, sont pris par le mouvement même de la machine, puisque c'est cette rapidité, c'est cette instantanéité, ce temps réel permanent qui a quelque chose de si excitant. De telle façon que, vous voyez, les deux sens de l'information, là, sont pris l'un dans l'autre, et que c'est une sorte de gigantesque monstre qui avale les individus. Alors, Giorgio Agamben, vous savez, ce philosophe italien qui a dit bien des choses très pertinentes et suggestives, il dit que le propre de notre société, c'est certainement pas de ne pas assujettir les individus. Nous avons atteint un degré d'assujettissement tout à fait extraordinaire. Mais c'est d'imposer à partir du consentement de l'individu. Alors, on a déjà évoqué la servitude volontaire. Dans le cas d'Internet, c'est extraordinaire, puisque vous prenez au niveau médical, ça atteint des degrés tout de même assez vertigineux. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut acquérir dans ce domaine, ça va être compensé par tout un tas d'informations qu'on va donner, qu'on va diffuser. Donc, tout se paie, bien sûr. Et vous avez donc là une sorte d'emprise. Et les individus ne sont pas sans le savoir. Vous voyez, on ne peut pas comme ça dire les pauvres, parce qu'ils le savent très bien, ils y consentent, et peut-être même qu'ils y ont une jouissance. Une jouissance à ne pas être des inconnus, une jouissance à être parfaitement scruté, une jouissance à se montrer à tant de personnes, etc. etc. J'existe parce que, vous voyez, je circule comme information. Alors, donc Agamben, il montre ça, comment les sociétés arrivent à produire un assujettissement à travers un commandement que chacun se donne à lui-même et un assentiment fondamental. C'est-à-dire que l'individu a le sentiment de commander, et Giorgio Agamben évoque le terme de télécommande, n'est-ce pas? Nous commandons à l'appareil et en fait, nous sommes complètement commandés par tout cet appareillage. Bien évidemment, appareillage dont il n'est pas question de se passer. J'espère que vous comprenez bien cette ambivalence de l'information et que tout est dans une question de responsabilisation. Mais à partir du moment, enfin, les pouvoirs font ce qu'ils peuvent justement pour réguler tout ça. À partir du moment où il y a une régulation, à partir du moment où il y a des moyens de protéger la liberté des individus, tout cela ne peut être qu'excellent, bien entendu. Alors, voilà, il me semble qu'il y a... Bon, en France, ça reste limité. En Amérique, c'est plus important. Mais le risque, c'est que la parole disparaisse, vous voyez, sous le discours en marche. Le discours des informations, le discours qui est à la fois scientifique, social, et qui crée une espèce d'individu automatique pris dans tous ces discours. Et vous savez, on se plaint à juste titre du judiciarisme, on se plaint à juste titre de ce que la médecine soit menacée par le risque d'avoir des procès, etc., comme c'est en Amérique, ce qui produit dans le corps médical des réflexes de défense qui peuvent être très, très crispés, etc. Mais en fait, vous voyez, c'est une illustration de cette manière dont la parole est noyée dans les discours. C'est que l'individu, devant ce monstre de discours, eh bien, il se sent
ignoré, il se sent… Bon. Et par conséquent, eh bien, il utilise un autre appareil de discours, c'est-à-dire l'appareil judiciaire, qui est un appareil de discours différent, et un appareil également matériel, avec des forces de contrainte, etc. C'est-à-dire que c'est discours contre discours. Et ce qui serait souhaitable, c'est précisément que ce qui règne dans le domaine de la médecine, qui sera toujours en même temps un domaine d'information, puisqu'il faut bien dire aux patients de quoi ils retournent, dans cette situation d'incertitude à la fois lorsque le diagnostic est très très compliqué, parce qu'il peut être parfois extrêmement compliqué, il peut falloir des semaines et des semaines avant de trancher, et d'autre part l'incertitude surtout du pronostic. Alors, ménager la vérité factuelle, la vérité dans la mesure où justement elle peut permettre ce sursaut de l'individu, et avoir ce tact qui ne peut être que dans une relation personnelle de parole, et qui fait que la médecine est à ce moment-là du grand art, vous voyez, du grand art dans la relation au patient. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Corner. Mmh. C'était vraiment très enrichissant et ça donne vraiment matière à réfléchir. Alors, je vais juste donner la parole à Jean-Pierre Graffio, qui souhaite rebondir. Donc, Jean-Pierre est médecin, anesthésiste réanimateur, alors maintenant à la retraite. Il est aussi philosophe, il a eu un doctorat en philosophie pratique. Et il fait partie lui aussi du conseil d'orientation de l'EREJ. Alors, Jean-Pierre, est-ce que… Oui, ça y est, je t'ai. Voilà, je vais commencer. Bon, je vais parler allez, 5 minutes pour reprendre un petit peu, poser quelques questions, Oui, pour après, laisser, on passe aux les questions. paroles. Hein. Voilà. Dans 5 minutes, tu m'arrêtes pour laisser le temps. Alors, merci donc aussi d'Appuie sans pardonner, hein, c'est-à-dire à Amandine et à Léon d'avoir instauré ce cycle de conférences. Et merci à toi, hein, Emmanuel, pour ton intervention. Alors, le risque d'une conférence est celui d'une prise de pouvoir de la parole sur la pensée et d'aboutir à un état de sidération des personnes. Eh bien, ce n'est pas ici le cas avec toi, Emmanuel, car tu es toujours précis et tu réfères toujours à des arguments qui sont très présents. Donc, merci pour la clarté de ton exposé et les idées que tu avances. Alors, oui, c'est déjà très important de donner cette définition de l'information médicale en disant que l'information a hein, un effet sur le patient et par l'intermédiaire du langage. Et le problème qu'on avait, nous médecins, dans la relation médecin-malade, c'est qu'on l'apercevait cet effet par les gens, hein, par la figure des gens, quand il y a un face-à-face, hein, mais on ne sait pas. On ne savait pas ce qui allait se passer, que les mots semblaient échapper. Et plusieurs fois, on croyait avoir donné des informations qui pouvaient rassurer, mais c'était tout à fait l'inverse, parce que qu'est-ce qui se passait? Les mots, ils allaient tout de suite dans l'imaginaire, une fois qu'ils ont lâché. Même si on fait attention à ce qu'on dit, ils vont dans l'imaginaire, ils sont confrontés au principe de raison, et il y a une représentation qui s'affiche dans le cerveau du patient que l'on ne connaît pas, que l'on verra peut-être à la visite contre anesthésie préopératoire en reparlant des problèmes. Et ça, c'était un gros souci. Est-ce qu'on peut faire l'économie de la représentation, d'une représentation par le langage, ou est-ce que le langage passe par une représentation qu'on ne va pas contrôler? Donc, évidemment, ça veut dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'information, elle informe, elle déforme, elle réforme l'individu. Et tout ça, on n'a pas forcément tout de suite conscience. Alors, deuxième point, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure de manière très importante, c'est le tact. Hein, quand on informe, ne pas aller jusqu'au bout, hein, ne pas tout dire quand on sait que tout est inscrit sur le grand rouleau. Et ça me renvoie à Jean Klevevich qui disait ne pas ajouter le désespoir à la souffrance. Ça, c'est dans la relation de la vérité de la parole. Donc, ce tact est très, très important dans cette communication.
Alors évidemment, le sujet, on n'incrimine pas, il fait ce qu'il peut avec la peur, la peur qu'il a et l'information, toute l'information qui lui est donnée. Quand tu parles de cette peur dans la masse, qui s'instille dans la masse des gens, tu dis que le sentiment de sécurité est fondé sur la fermeté de la décision. Bon. C'est vrai, mais c'est aussi terrible, parce que la fermeté de la décision, ça peut être un totalitarisme, un mensonge orchestré. Hein. Et voilà, bon, ça, c'est. On peut pas. On peut le comprendre, parce que quand les gens hésitent à dire quelque chose, on ne va pas les croire. Hein. Bon. On voit tous les soirs. Mais on n'a pas de transparence, forcément. Alors, je vais presque terminer. Hein. Tu as dit aussi une chose très intéressante, c'est dans la relation médecin-malade, c'est le retour, il manque le retour d'une vraie parole, hein, et par rapport à un discours convenu, hein, qui est affiché pour une collectivité. La parole, donc, un face-à-face. Et j'ajouterais qu'il n'y a pas que la parole, il y a aussi l'attitude. Moi, j'ai eu dans mon exercice des gens qui me posaient des questions tout à fait, qui me surprenaient tellement, mais auxquelles on ne savait pas répondre, mais qui n'avaient aucun critère de conséquence de gravité. Et on pouvait, par notre attitude, hein, quand on a, au bout d'un certain temps de discussion, hein, pas du formalisme procédural de consultation informatique, bon, les gens pouvaient voir que, bon, par notre attitude, bon, s'ils disaient, ils pouvaient l'éliminer, ça pouvait les rassurer. Donc, il y a la parole, l'attitude de face à face. J'en venais là, si tu veux, à une question que je me pose sur la qualité de l'information par la télémédecine. Bon, voilà. Je vais terminer par quelque chose de très important que tu as dit, il n'y a pas d'information sans responsabilité. Lorsqu'on dit quelque chose aux personnes, eh bien, on sait qu'on va en être responsable. Et ça, c'est très important. Responder, promettre, être responsable, ça veut dire tenir ses promesses. Et voilà, l'information ne va pas sans responsabilité. Je pense que c'est tout à fait, comment dire, très important à ne pas sous-estimer. On voit actuellement des prises de position qui sont des fuites en avant dans tous les coins, et les gens ne se positionnent pas. Voilà. Bon. La judiciarisation, bah oui, on l'a vu. On l'a vu, elle arrive. Bon, elle est liée peut-être à ce que les gens se sentent perdus. Hein, il n'y a pas de face-à-face, ils se raccrochent à un autre discours. Et peut-être aussi, ils n'admettent pas que la médecine ne soit pas toute puissante quand ils en ont besoin. Bon, notamment avec la certitude du pronostic. Bien, ben écoute, Manuel, je te remercie pour ton intervention. Je vais mettre de l'ordre dans mes notes. Je n'ai pas arrêté de prendre des notes. Et je laisse la parole aux autres personnes. J'avais encore une question, mais enfin, bon, ça, c'est tout à fait anecdotique. Je pensais à Voltaire, les pamphlets qu'il faisait à l'occasion contre les rois, contre l'institution. Et je me demandais si le pamphlet, qu'il y avait des limites, il n'y avait pas des limites avec la fake news ou la surinformation. Enfin voilà, c'est tout. C'était un petit clin d'œil au fait que tu disais que c'est pas nouveau. Hein, la désinformation ou la surinformation, c'est pas un fait nouveau, c'est simplement le mécanisme informatique, hein, qui prend de l'ampleur et qui transforme un même sujet. Bon. Attends, mais à propos de Voltaire, là, je n'ai pas bien saisi, excuse-moi. Non, mais Voltaire, c'était un pamphlétiste. Oui. Et je me demandais s'il n'y avait pas un lien entre le pamphlet, oui, et parfois la désinformation ou la surinformation. Est-ce qu'il était objectif? Il n'est pas forcément objectif dans son pamphlet. Le pamphlet n'a pas vocation non plus pour… Ah, mais ce n'est pas de l'information du tout. Il n'y a pas que l'information. Là, on me demandait de parler de l'information. Oui. Bien sûr qu'il y a un autre registre que l'information. Ah non, oui. on ne peut pas vivre d'information. Il y a d'autres registres. Et bon, il y a la fiction.
Oui, La fiction, ce n'est pas de l'information. Hein. oui, bien sûr. Et comme à propos de la parole, je voudrais simplement préciser que, bon, je ne l'ai pas précisé, j'aurais dû, c'est que la parole comprend les gestes et toute la manière d'être. Parce que, en fait, on exprime, on veut dire quelque chose. Le corps parle constamment, ou bien alors ça veut dire qu'on est sur le billard ou que c'est le cadavre. Même quand on dort, il y a un peu quelque chose qui ressort. Et en tout cas, à l'éveil, à l'état d'éveil, on ne cesse de parler par la façon dont on se tient, dont on… Vous voyez, tu vois, les gestes, le regard, tout ça, c'est de la parole. C'est de la parole non verbale, mais c'est de la parole. C'est-à-dire… Ça produit un effet. Oui, et ça veut dire quelque chose. C'est une intention, ça montre quelque chose. Hein. Ouais. Alors, je vous remercie. On a des questions dans le chat et on a des mains levées. Donc, ce que je vous propose, c'est que même les personnes qui ont écrit dans le chat, si elles veulent, elles peuvent les poser à l'oral parce qu'on n'est vraiment pas nombreux. Donc, c'est une chance, hein, pour le coup, autant utiliser cette chance. Je vais juste relayer une question qui concerne l'expérience du patient. L'expérience du patient malade est-elle une croyance ou un savoir ? C'est une question que tu me poses. C'est une question qui est posée dans le chat par… Oui, pardon. L'expérience est-elle… une croyance ou un savoir ? L'expérience… L'expérience du patient malade est-elle une croyance ou un savoir ? Elle n'est ni l'un ni l'autre. Je veux dire, l'expérience, c'est ce qu'on a vécu. Et c'est quelque chose d'absolu, ça. On a vécu les choses d'une certaine façon. Alors, est-ce que de là, on peut tirer un savoir ? Ça, c'est une question. Mais en elle-même, une expérience, c'est une valeur absolue. On a vécu les choses de cette façon. Et justement, c'est important de tenir compte de cet absolu. Avant de dire le patient se trompe ou il exagère, c'est tout. Il vit les choses comme ça. Donc ça, on peut en tirer un savoir. Mais je crois qu'en soi, c'est autre chose. C'est la vie elle-même. On éprouve les choses, on ressent les choses. Et donc, à ce niveau-là, c'est une sorte de sol. À partir de là, en effet, on peut essayer de tirer un savoir. Enfin, je ne sais pas si je réponds suffisamment. Hein. Peut-être que la personne voudrait préciser un peu. Je ne sais pas, j'espère que je réponds suffisamment. Je crois que l'expérience du malade, c'est essentiel. Maintenant, il faut la décrypter aussi, cette expérience. Parce que il faut en tenir compte. C'est un absolu. Il a vécu les choses comme ça. Voilà. Et il le dit. Maintenant, quel type de savoir ce serait ? C'est un savoir en ce sens que c'est pour lui un repère. Et c'est pour nous un repère. Mais ça doit être interprété, ça doit être lu. Mais en soi-même, ce qu'on éprouve n'est pas une interprétation. Ce n'est ni une interprétation, ni un savoir. C'est un réel, c'est une réalité. D'ailleurs, ce qu'on éprouve, on n'y peut rien. Hein, c'est la, comment dire, c'est fondamental. Ce qu'on éprouve, on n'y peut rien. Juger, oui, c'est un acte, mais ressentir, on peut agir sur ce qu'on ressent, mais ça sera indirectement. Quand on éprouve quelque chose à un moment donné, c'est un fait. C'est un fait qui s'impose. Voilà, je ne sais pas si je réponds suffisamment. Voilà. Alors, j'ai Monsieur Desjardins qui lève la main depuis un petit moment. Donc, oui. Monsieur Desjardins, je vais vous laisser la parole, si vous voulez bien. Vous m'entendez, là ? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, alors moi, je n'appartiens pas au corps médical. Bon, excusez-moi. Non, je suis psychanalyste, mais je ne suis pas médecin. Non, je ne vais pas dire comme ça. Moi, je préside la commission des viagers dans les hôpitaux du nord des Ardennes. Ma question, elle est sur l'annonce, elle est sur la parole. Comment on peut appréhender l'information qui est donnée
par rapport à comment moi je l'interprète et surtout comment moi j'aimerais bien entendre les informations qui me sont intéressantes pour moi. Comment vis-à-vis d'une personne on arrive à articuler l'information qui est donnée, surtout que dans ce que vous avez expliqué, on dit que il y a une responsabilité dans Oui, dans la parole. Voilà. tout à fait. Oui. Bon, c'est un sujet très délicat parce que dans les réclamations qu'on a, on a 70%, ce n'est pas vraiment du médical, c'est du contexte médical. Voilà. Oui, OK, oui. merci. Oui. Eh bien, écoutez, pour répondre à votre question, je crois qu'en effet, il faut un peu de temps, vous voyez, pour annoncer quelque chose à un patient, pour le mettre en face de ce qui peut lui permettre de faire face, parce que c'est ça, il faut lui permettre de faire face. Eh bien, il faut tout de même un minimum de temps. Voilà, je dirais ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue, parce que sinon, comme vous le dites, et comme on l'a dit, la réaction n'est pas prévisible. Et donc, il faut un petit peu tâter le terrain. Il faut quand même voir comment se présente pour le patient la situation avant qu'on lui annonce, et d'autre part, après aussi. Après, parce qu'il y a plusieurs façons d'annoncer. Et l'annonce ne sera pas en elle-même scientifique, c'est pas possible. Ça sera des repères par rapport à une certaine dangerosité, ça sera des repères par rapport à une éventuelle souffrance. Enfin, ça peut être, mais c'est quand même, c'est pas là, c'est pas présent, c'est pas. Donc, il me semble qu'il faut un petit temps. Et il y a des médecins qui savent prendre ce temps-là, qui n'a pas à être excessivement long, mais quand même, pour qu'il y ait ajustement. Parce que si on se contente d'être lapidaire, puis c'est tout, de ne pas trop dire, mais simplement vite fait, je crois qu'il ne faut pas que ce soit trop vite fait. Voilà, il me semble. Voilà ce que je peux vous répondre. Merci. Mais vous avez tout à fait raison, il faut qu'il y ait une espèce de. Pour proportionner au sujet, il faut bien quand même avoir un peu le sentiment de la façon dont il est disposé à prendre les choses. Voilà. Voilà. Qu'il ne soit pas tenté d'aller se suicider en sortant, vous voyez ce que je veux dire, mais qu'il soit plutôt tenté de se dire, bon, bah, je vais lutter. Voilà. Merci. Voilà, merci. Alors, je vais relayer, Emmanuel, je vais relayer une remarque suivie de 2 questions dans le chat, très intéressantes, donc l'interaction entre le juridique et le médical. Donc, le consentement du patient à accepter un traitement ou une intervention est consécutif à l'information donnée par le praticien. Tout défaut lié à l'information médicale fournie peut mener à engager la responsabilité juridique des praticiens ou des établissements de santé concernés. Dans la continuité de votre intervention, estimez-vous que cette possibilité est justifiée? Et cette part toujours grandissante du juridique, protectrice pour le patient, représente-t-elle un danger pour la pratique médicale? Je pense qu'il y a un danger. Bien sûr que le patient doit être protégé. Bon. Mais je pense qu'il y a un danger. D'abord, c'est que ça devienne pour les médecins une obsession et que leur souci principal, ce soit d'échapper à la contrainte juridique et donc de ne pas oser des choses qu'ils oseraient s'il n'y avait pas cette contrainte. Et puis aussi parce que ça, comment dire, ça protocolise tout, il ne reste plus rien. Si on se rembarde des contraintes juridiques, en plus, le patient, il faut bien reconnaître la façon dont ça se passe. C'est-à-dire que souvent, le médecin fait signer quelque chose qui n'a pas été lu. Il explique lui-même. En un certain sens, c'est mieux du point de vue de la relation psychique, parce qu'il explique lui-même. Bon, il met le patient en confiance, et il lui fait signer quelque chose qui ne sera pas lu. Et pourquoi ça ne sera pas lu? Parce que c'est complexe.
c'est complexe les termes, puisque c'est une signature qui doit avoir un effet juridique. Voilà. Donc, je crois que ça a quelque chose d'un peu fictif. Alors, quand les malades sont de mauvaise foi, ça peut en effet être redoutable, hein, quand ils essaient d'utiliser la machine juridique. C'est vrai qu'il me semble qu'il y a un biais dangereux. Justement, c'est ce que j'évoquais en terminant, discours contre discours, et pas de parole. Parce que la relation de confiance est essentielle. Alors, si on arrive avec cette suspicion, mais enfin, dans les faits, de toute façon, on nous fait signer, le patient signe régulièrement un texte comme quoi on lui a tout expliqué, comme quoi il sait parfaitement tous les risques, etc., ce qui est impossible. Enfin, et en tout cas, bon, c'est rare que ce soit vraiment lu, vous voyez. Donc c'est une espèce de rite. Ceci dit, normalement, les choses se passent correctement. Ce qui est très difficile pour les patients, c'est d'accepter ce fait incontestable et inévitable, c'est qu'il y ait de l'erreur médicale. Et ça, les patients ne le supportent pas. C'est clair. C'est clair qu'il y a des gens qui pâtissent d'erreurs médicales. L'erreur est humaine, c'est incompressible, et on ne voit pas pourquoi les médecins pourraient échapper à l'erreur. Voilà, et ça rejoint ce que Jean-Pierre Graffiot évoquait de l'idée de toute puissance médicale. La médecine doit être toute puissante et elle doit être infaillible. Ben non. Une opération, c'est toujours une épreuve pour ceux qui la font, pour ceux qui opèrent. C'est tout de même à chaque fois un risque. Et donc, le risque zéro n'existe pas et aucune machine juridique ne pourra empêcher cette situation. Voilà, je ne sais pas si je réponds une fois encore. Merci. Alors, je vais peut-être relayer. Donc, il y a une question de Monsieur Léon dans le chat Oui. et pas mal de remarques. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais relayer une question et éventuellement, Monsieur Léon, si vous souhaitez faire vos remarques à l'oral, ce sera peut-être plus agréable. Alors, juste, je relaye votre dernière question. Y a-t-il, à l'heure actuelle, concurrence entre l'information du savant et l'information croyance, entre guillemets, pourrait-on dire, qui fait référence par exemple à l'hydrochloroquine. Quelle est la responsabilité des experts scientifiques dans tout cela? C'est sûr qu'actuellement, il y a quand même des procédures qui sont en cours contre certains membres du corps médical qui ont manifestement abusé d'une conviction qui n'était pas suffisamment scientifiquement fondée. Il me semble qu'il y a une responsabilité évidente. Je crois que les instances médicales qui sont interpellées en la circonstance, je crois que c'est légitime. Je crois que c'est légitime, quelle que soit l'obscurité de la question, la difficulté d'une situation de pandémie, à partir du moment où un membre du corps médical ne suit plus la rigueur qu'il a peut-être suivie pendant des années, mais bon, il me semble que, en effet, ça se discute, hein, je n'ai pas la vérité et la science infuse, mais en tout cas, c'est une vraie question à l'heure actuelle. Hein. C'est quand même, il y a des membres du corps médical qui ont eu un profond malaise à voir certains membres du corps médical se lancer dans des discours de conviction comme s'il s'agissait de morale ou de politique. En matière médicale, on n'est pas dans la morale et la politique. Donc, voilà, il me semble que c'est fondé, en effet. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, Emmanuel, oui. Merci beaucoup en tout cas pour cette conférence. C'est du lourd, mais on savait aussi on savait à quoi nous en tenir en ayant proposé ce sujet.
mais on savait aussi que ce serait finalement léger. Moi, j'avais deux questions qui sont un peu liées à celle-là, hein. Oui, Je voulais faire référence en fait à Gérald Bronner qui parlait dans Démocratie des crédules, hein, je crois que ça a été écrit en La 2013, démocratie des crédules. de massification de l'information oui, liée en réalité à Internet. C'est vrai que quand on est médecin, en fait, d'une certaine façon, on est soumis entre notre information dite savante, hein, sans prétention, et l'information croyance, qui vient du fait que quelquefois, nous avons en face de nous des malades, des patients, des personnes qui en savent quasiment autant que nous, voire quelquefois plus que nous pour certaines oui, pathologies, parce qu'elles sont allées sur des plateformes ad hoc et que cela, bien sûr, nous met souvent en difficulté. Et c'est d'autant plus vrai que, quand je dirais l'individu, je reprends encore une phrase de Gérald Bronner qui parle d'avarice mentale, c'est-à-dire que finalement, l'information, on la croit d'autant plus facilement que soit on est sensibilisé, pour des raisons, diverses raisons, y compris politiques, soit parce qu'en fait, c'est celle qui demande le moins d'énergie, hein. À partir du moment où on reçoit une information qu'on n'a pas envie de discuter, eh bien, ça coûte moins cher sur le plan cérébral, c'est évident. Et quoi qu'il en soit, quand on a en face de nous un patient qui finalement attend l'information qu'il souhaite qu'on lui donne, enfin je veux dire celle qu'il est en capacité de croire, c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement, bien sûr, consommateur, je dirais, de temps. Et tu as raison de dire d'ailleurs que la délivrance de l'information, ça prend du temps, ça doit prendre du temps. Et moi, je reste très perplexe devant, à l'heure actuelle, un certain nombre de recherches, c'est encore à l'état de recherche, mais d'utilisation des robots pour faire du diagnostic, délivrer l'information et qui plus est, délivrer même le protocole thérapeutique, je veux dire, le protocole de soins même. Et, parce qu'on se dirige pour des tas de raisons, hein, peut-être de démographie, de temps ou même d'intérêt en fait pour la relation à l'autre, hein. On se dirige vers ce type de processus de délivrance de la médecine qui peut poser question effectivement par rapport à ce temps qui est nécessaire pour expliquer. Et c'est vrai aussi que je me pose la question de savoir si les experts, finalement, très savants, ne vont pas trop loin à former justement ces fameux journalistes experts et à intervenir finalement dans des domaines qui sont plus exactement le leur. Ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que de temps en temps, on entend des experts hein, qui sont très très forts dans leur discipline, mais on leur pose des questions qui sont un peu borderline par rapport à leur propre discipline et qui s'aventurent finalement dans la délivrance d'informations qui ne sont pas tout à fait conformes, en tout cas à ce qu'ils ont cherché, appris et finalement conclu. Qu'est-ce que tu en penses? oui, oui, tout à fait. Ah oui, 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 je suis parfaitement de cet avis. Oui, 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 oui. Non, mais c'est-à-dire, c'est parce que en matière médicale, l'information, elle ne peut pas être reçue de façon neutre, c'est impossible. Et donc, enfin, il me semble que quand on est concerné par une question médicale, soit soi-même individuellement, soit un proche, ce qui concerne un proche, il me semble qu'il n'y a que la relation personnelle qui peut faire l'affaire. C'est très bien toutes ces personnes que tu évoques, parce qu'elles ont un rôle social. Il s'agit de produire un discours qui ait des effets sur le sujet collectif. C'est quand même bien ça, hein. C'est le sujet collectif. Alors ce sujet collectif, il faut l'apprivoiser, il faut le tranquilliser, enfin,
on voit à la télévision des gens avec des grands sourires et qui vont vous parler du Covid avec tous les sourires qu'il faut, etc. Bon. Et bon, ils peuvent avoir un certain savoir bien monnayé, très bien. Mais ça, c'est la bête collective, voilà, je dirais. Vous voyez, c'est-à-dire que, bon, ça a tout à fait son importance. Par exemple, pour le respect des gestes barrières, pour les conduites, tout à fait, tout à fait. Mais il me semble que la véritable information médicale, elle passe par la relation avec le médecin. Parce que tout de même, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps sur Internet à propos de leur santé. Et ça me paraît quelque chose de nocif. Voilà. Il me semble, je ne sais pas si je réponds suffisamment à ta question. Hein. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que il faut être extrêmement prudent et vigilant par rapport à ça. J'avais une autre question aussi qui concerne la délivrance de l'information. L'information telle qu'elle est dispensée à l'heure actuelle, elle est traçable, hein, qu'il s'agisse d'informations télévisées, d'images, etc., etc. Par contre, la parole, le discours dans le cadre de la relation médecin-malade, à l'heure actuelle, c'est exceptionnellement tracé. En tout cas, ça n'est pas enregistré. Et d'une certaine façon, c'est un peu là le problème. Moi, je ne souhaite pas que... Enfin, c'est comme le football, hein, le replay, c'est pas bien. Hein. Mais là, c'est pareil, si on se met à enregistrer toutes les... D'ailleurs, même les psychiatres, autant que je sache, se refusent à écrire des comptes rendus dans les dossiers de leurs patients, hein. Enfin, un certain nombre en tout cas. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ce qui ressort de l'entretien médecin-malade, même si c'est une délivrance d'informations, pour l'instant, nous ne sommes pas encore dans des cabinets ou des consultations avec des micros partout, c'est heureux, mais je crains que cela ne le devienne, parce qu'on entend souvent des patients qui sortent de consultation « Ah, ben, mon médecin ne m'a rien dit ». On entend ça assez souvent. « Je l'ai vu, il a pris ma tension, il ne m'a rien dit ». Et puis d'autres qui disent « Ah ben, moi, votre confrère, il m'avait dit cela hein ». Donc, ça pose un vrai problème, en fait. Hein. Oui. Mais je trouve que c'est essentiel que ce ne soit pas tracé. Enfin, il me semble que c'est essentiel. Je pense aussi. Hein. Mais de temps en temps, on serait tenté de le faire parce que quelquefois, le patient, l'interlocuteur, on sent bien que, compte tenu de son niveau de connaissance au travers d'informations crues, hein, il n'a pas complètement, il n'a pas totalement tout écouté, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un problème, je dirais, en tout cas qu'on peut vivre au quotidien en consultation, y compris d'ailleurs pour les familles de patients hein, qui viennent prendre des nouvelles. Hein. Ah, on ne m'avait pas dit cela. Oui, mais attends, les conséquences, c'est quoi? C'est qu'ils risquent de porter accusation ou c'est... Enfin, tous les risques sont possibles, y compris la non-observance d'un traitement ou l'usage erroné d'un médicament, hein, des choses comme ça. Hein. Tout est possible, en fait. Hein. Mais parce que la traçabilité, elle permettrait quoi, là? Parce que... Moi, je ne souhaite pas la traçabilité du discours, ni des mots, ni du verbe, mais malgré tout, comme le disait tout à l'heure Jean-Pierre, lorsque les mots sont lâchés, ils peuvent être effectivement libres et terribles. Et c'est vrai que pour rectifier, je veux dire, l'effet d'un mot, il faut le réentendre dans son contexte. Oui, ceci dit, comment dire, justement, je trouve que c'est assez terrible si on est dans un univers qui pourrait devenir policier, quoi.
Je veux dire, il faut laisser aussi à l'individu le droit de se tromper, d'oublier, de falsifier ses souvenirs, ce qui est, je dirais, presque la règle, de croire avoir entendu ça, parce que, etc., etc. Nous le faisons tous. Et c'est le sujet. Le sujet, il est comme ça. On lui dit, il n'entend pas, ou il entend autre chose, et puis il va protester ensuite. Bon, et bon, je crois qu'il faut faire avec. Alors même si, bon, il se trompe dans son médicament, mais après tout, peut-être que ce n'est pas par déficit, peut-être que c'est aussi par une sorte de mauvaise volonté inconsciente, de refus, enfin, je ne sais pas. Il me semble que, bon, c'est sûr que à bon entendeur, salut, mais l'entendeur n'est pas forcément un bon entendeur. Et donc, bon, bah... C'est vrai qu'il faut être extrêmement prudent parce que là, maintenant, beaucoup de nos interlocuteurs, en tout cas des personnes, des patients, hein, Ouais. sont loin d'être vierges d'informations, hein, Oui, oui, scientifiques ou crues, oui, oui, de croyances. Hein. oui, oui. Alors, on a Monsieur Desjardins qui souhaite aussi poser une autre question, il me semble. Ouais, excusez-moi, mais ce n'est pas une question, c'est que je suis très intéressé par tout ce que je viens d'entendre, qui me donne un éclairage effectivement des préoccupations de l'un et des autres lorsque l'on fait de la conversation et de l'information, et surtout les sources d'information qu'on peut avoir, puisqu'on a plein de choses maintenant en termes d'information qui sont quelquefois contradictoires. Non, je voudrais simplement revenir un petit peu sur la juridisation de la santé. Donc, moi, vous avez vu, hein, j'appartiens donc. On a mis des outils maintenant, on a mis des outils judiciaires pour pouvoir que les patients puissent faire respecter leurs droits. Moi, j'appartiens à une association qui a le droit de se pourvoir en procédure collective au niveau de la santé, qui est tout à fait récent. Je ne suis pas sûr qu'on l'utilisera un jour. Mais dans tout ce que je vois et dans tous les dossiers qu'on a pu suivre, même au niveau judiciaire, la recherche de la responsabilité n'est généralement pas la première des choses. On aura toujours des cas où on va rechercher la responsabilité du médecin ou du chirurgien, etc. Mais c'est surtout la problématique de l'indemnisation des conséquences de l'acte que le médecin, le chirurgien soit trompé. Vous savez, excusez-moi, c'est du travail manuel, et dans tout le travail manuel, on risque de faire des erreurs. Je crois que les patients l'admettent, l'erreur. Après, c'est le traitement de l'erreur qui est beaucoup plus problématique. Voilà. Mais très intéressant, toutes les conversations que j'ai à entendre. Merci. Alors, le temps avance, on est un petit peu en retard, mais je souhaiterais poser une question, si ça ne vous dérange pas, si vous êtes d'accord, c'est encore un petit peu de temps. Emmanuel, c'est bon pour vous? Oui. Oui. Alors, donc, 2 questions du chat. Au sujet de la question de la temporalité. Oui. Alors, attendez, je la retrouve. Oui. N'est-ce pas le décalage entre le temps scientifique, le temps juridique et le temps médiatique, actuellement valorisé et privilégié par un certain nombre de médecins, qui représente un danger dans la perception et la compréhension de l'information? La réponse est dans la question. C'est excellent. C'est une excellente remarque. Tout à fait, tout à fait. C'était une question de temporalité. Et ce qu'il y a de redoutable dans la circulation de l'information, c'est justement cette rapidité qui produit des tsunamis, des tornades, des virus ultra virulents, etc. C'est tout à fait. Il y a une temporalité. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'un médecin doit prendre le temps, sans exagérer, hein, mais tout de même, le temps minimum pour savoir à qui il a affaire et qu'est-ce qu'il peut dire et comment est-ce qu'il peut le dire. Voilà. Et il y en a qui savent prendre ce temps-là, hein, y compris dans les hôpitaux. Voilà. Non, mais c'est une très bonne observation, cette temporalité-là, tout à fait. Tout à fait. Et il faut que la médecine maintienne sa propre temporalité
dans son exercice, c'est sûr, oui. Et alors, la dernière question que je vais vous relayer, Emmanuel, dans la sphère collective, les corps intermédiaires, donc les tissus associatifs ou les organisations syndicales, par exemple, peuvent canaliser des réactions de foule. Elles contribuent aussi à l'effort d'émancipation des individus et aident à désamorcer des conflits. Ne mériterait-elle pas d'être réhabilitée aux yeux des décideurs politiques et institutionnels? Ah, mais tout à fait. Tout à fait. Le problème, c'est qu'on a affaire à une telle mutation dans les possibilités des relations humaines que, en fait, les individus sont fascinés par cette possibilité d'être en tant qu'individu mis en relation avec tout un tas d'autres individus en dehors de toute espèce de cadre. C'est quand même ça. C'est-à-dire qu'il y a les pouvoirs politiques qui se sont aussi ingéniés à, comment dire, à amoindrir les corps intermédiaires. Ça, on est bien d'accord. Mais il y a aussi une mutation non seulement sociale, mais technique, et peut-être d'abord technique et ensuite sociale, qui est cette importance accordée à l'individu, au pur individu, c'est le moi, enfin, et qui, en tant qu'atome, peut être en relation avec tout un tas d'autres individus sans aucun autre lien que ces organisations en réseau. Et je crois que c'est tout à fait fascinant. Et ça, ce n'est pas du tout un corps intermédiaire. Alors, il faudrait savoir par quel biais on pourrait redonner, parce que ce dépérissement des corps intermédiaires, il est quand même très général. Il est quand même très général. C'est toutes les organisations qui faisaient le fond des revendications et des expressions sociales il y a encore quelques années, maintenant sont considérablement affaiblies. Et les mouvements d'opinion sont plutôt le fait d'agrégation d'individus comme ça, soit dans des manifestations où les organisations n'ont pas forcément un grand rôle, soit alors sur les réseaux sociaux. C'est très juste. C'est une des anciennes structures de la société qui était tellement importante dans le lien social, dans la solidité sociale, mais on est dans une fluidité à l'heure actuelle qui est tout à fait redoutable. Et personnellement, je ne sais pas par quels moyens on peut redonner au corps intermédiaire un rôle, en tout cas équivalent à celui qu'ils ont joué. Je crois que la question serait plutôt de réguler ces instruments de communication. Il faut trouver des solutions nouvelles. Je ne sais pas si on peut retourner aux corps intermédiaires tels qu'ils existaient. Voilà. Alors, on va peut-être s'arrêter ici. En tout cas, merci beaucoup, Emmanuel, pour cette conférence et ces échanges vraiment riches en réflexion et en prise de notes aussi. Je pense que tout le monde ici va repartir de cette conférence avec beaucoup de questions et de réflexions. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc même heure, même endroit, avec Béatrice Delépine qui va nous parler plutôt, cette fois, donc, des informations, mais dans le champ de la reproduction. Et donc, elle nous présentera une conférence qui est intitulée « Assistance médicale à la procréation médiocrement assistée », PMA. Voilà. Donc, je vous remercie encore pour votre écoute et puis tous ces échanges. Et puis, bonne soirée. Moi, je remercie tout le monde aussi, beaucoup. Voilà. Merci, Emmanuel. Merci. Oui, merci. Au revoir, Emmanuel. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.